Macky Sall. On dit même son titre foncier. Donc, le Premier ministre est dans une opération de politique, évidemment, maquillée de gouvernance, voilà, de gouvernance, d'un moment de gouvernance. Et donc, il va attaquer son adversaire sur son terrain. Il va essayer de grappiller des voix là-bas, d'offrir un autre, comment dirais-je, une autre offre politique, excusez-moi de la répétition. Et donc, c'est tout à fait naturel. C'est ce qu'on reprochait également au président Macky Sall auparavant, quand il allait faire comment on dit, conseil de ministres décentralisé. On lui reprochait de faire de la politique sous couvert de gouvernance. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. C'est un moment de politique. C'est un moment de politique. Et n'oubliez pas que tout ce qui se passe actuellement tourne autour des prochaines élections législatives anticipées. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, hors de l'Assemblée, dans le gouvernement, tout concourt à installer une nouvelle majorité parlementaire, une nouvelle majorité politique pour les nouvelles autorités. Donc, alors, Mohamedou Barro, cette région, on le sait, a souvent été décrétée titre foncier du président Macky Sall. Ce n'est plus, mais ce n'est pas l'une des plus peuplées, on sait. Hein. Après donc la banlieue dakaroise, après Saint-Louis, donc cap sur le Fouta. Dites-nous, Mohamedou Barro, qu'est-ce que Ousmane Sonko va chercher là-bas, sachant que cette région ne fait pas partie des plus peuplées quand même. Moi, je pense, comme l'a dit Jay Matifal, ce genre de visite des autorités renvoie par exemple, et en tout cas de toute façon, à trois en tout cas critères. C'est d'abord les voyages qui sont déjà politiques, mais aussi administratifs, parce que c'est un Premier ministre de la République qui se déplace pour voir des populations, mais avec toujours en tout cas un caractère foncièrement politique. En plus de cela aussi, il y a l'aspect citoyenneté. Mais souvent, les autorités, ils savent, en tout cas, mêler beaucoup de sauces, en tout cas, dans le plat. Le fait de revenir sur le Set-Setal et de parler de politique et de développement par rapport à la production de phosphate et tout, renvoie en tout cas aux priorités et en tout cas à ce qui est devant nous. Aujourd'hui, l'urgence, pour moi, du pouvoir et de l'opposition, c'est d'abord avoir un bon positionnement à l'Assemblée nationale, et tout porte à croire que les déplacements du Premier ministre et les agissements aussi de l'opposition, en tout cas des deux camps, montrent que l'enjeu aujourd'hui, ce sont les élections prochaines, législatives ou anticipées. Alors donc on va attaquer notre sujet central, hein, la DPG, l'Assemblée nationale qui accepte finalement la date du 13 septembre, hein, fixée par le président de la République après Adjemati, donc une sorte de péripétie, hein, de bras de fer entre l'exécutif et le législatif, mais on suspense demeure sur une éventuelle dissolution, mais surtout sur la présence aussi d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale le 13. Yeah. Oui, je voudrais d'abord, Mohamed Alimou, vous m'avez sollicité il y a 4 mois. Je vous avais répondu que non, je voudrais laisser les nouvelles autorités prendre leurs marques et respecter la trêve. Et donc, je voudrais dire ici que je souhaite aux nouvelles autorités, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, je leur souhaite tout le succès à la tête du Sénégal, parce que leur succès à la tête du Sénégal, c'est le succès pour nous autres citoyens, c'est le succès pour la société et la nation sénégalaise tout entière. Mais cela n'empêchera pas aussi d'avoir un œil critique sur ce qu'ils font. Vous avez parlé de la DPG. La DPG est une obligation, il me semble, constitutionnelle. Constitutionnelle, oui. N'est-ce pas? Alors, depuis que je suis née, j'ai 60 ans aujourd'hui, depuis le 2 juillet, j'ai jamais vu un Premier ministre refuser de faire une DPG pour des prétextes aussi divers que le règlement intérieur n'est pas bon, etc., etc. Tout le monde sait que, moi, en tout cas, je pense que ce n'est pas ça la vraie raison. D'accord? Parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un Premier ministre, depuis que le Sénégal et Sénégal refusaient de venir faire la DPG. Ousmane Sonko, si je ne m'abuse, c'est le 16e. Oui. Alors, tous les 15 autres ont respecté cette règle-là, qui est une règle républicaine. Et je pense qu'aussi, les citoyens sénégalais attendent ça. Pas seulement l'opposition. Pas seulement l'opposition Benno Bokk Yakaar, mais tous les citoyens sénégalais, y compris même ceux qui ont voté pour le président Diomaye Diakhar Faye, attendent de voir qu'est-ce que les nouvelles autorités vont proposer en matière de gouvernance, en matière de vision. Quelle est leur vision politique, économique, quel est leur programme, quels sont les plans.
on a parlé de vision. On a dit que pour la DPG, le Premier ministre présentera la vision 2050, le programme décennal, le plan quinquennal. Donc, nous attendons de savoir ça. Comment voulez-vous? Les gens de l'opposition disent qu'ils ne peuvent pas s'opposer parce qu'ils ne savent pas à quel projet ni à quelle vision s'opposer. Ils ne savent pas. Personne ne sait. On attend le projet qui devait arriver au mois de septembre. Oui, le projet va arriver. On attend Godot, hein. Pour le moment, on attend Godot parce que le projet là, on l'a pas encore vu. Effectivement, le personnage de Samuel Beckett. Le personnage de Samuel Beckett qui traite de l'absurde, du suicide et puis de l'inaction. De l'inaction et puis de la quête perdue et éperdue de soi et aussi de l'attente sempiternelle, sans fin. Mais ça va continuer à venir. Nous avons un État qui est solide. Nous avons des institutions qui sont solides. Nous avons des fonctionnaires qui sont admirablement au service du Sénégal. Donc, avec ou sans projet, avec ou sans programme, l'État du Sénégal, la République du Sénégal continuera de fonctionner. Donc, on attend, effectivement, à partir de ça, on pourra juger sur pièce. Mais je répète encore une fois, la nation sénégalaise, même ceux qui n'ont pas voté pour les nouvelles autorités dont je fais partie, souhaitent plein succès au président et au Premier ministre. Querelle de préséance le 11 et le 13 au début, l'Assemblée nationale avait retenu 11. Ensuite, le président est revenu pour dire que c'est le 3, je fixe le 13. Pourquoi cette querelle de préséance? Que comprendre? Mais c'est absurde, c'est encore du Godot. C'est le théâtre entre les nouvelles autorités et la majorité parlementaire qui a été défaite à l'élection présidentielle. Et je répète encore une fois, les nouvelles autorités ont besoin d'une majorité parlementaire. Donc, tout ce théâtre-là, tout ce show-là, qui sert à rien, parce que de toute façon, la Constitution a fixé les pouvoirs de l'exécutif, tout comme elle a fixé les pouvoirs du législatif et des autres institutions constitutionnelles. Donc, il n'y a pas lieu C'était juste un exercice de politique. Tout est éminemment politique dans cette affaire-là. Le président de la République a usé de ses prérogatives. L'Assemblée nationale aussi a usé de ses prérogatives. Un point, un trait. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye a joué son rôle de régulateur, de clé de voûte des institutions quand on est dans une situation plus ou moins difficile? Évidemment, c'est lui qui revient en père de la nation pour jouer ce rôle-là, recadrer tout le monde, puis faire dialoguer les institutions pour la bonne marche, évidemment, du pays. Est-ce que vous avez senti qu'il a été ce père-là? On s'attendait à une position d'arbitre, à une position plus en hauteur du président de la République. Mais on peut mettre ça sur le fait qu'il est peut-être en apprentissage. Lui et le Premier ministre du Sénégal sont peut-être en apprentissage. Mais on s'attend toujours. J'ai parlé de la relation entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Opposition frontale, violente. Mais il y avait toujours des canaux de discussion. Le pouvoir a toujours discuté avec l'opposition par des canaux officiels ou des canaux non officiels. Les audiences du soir. Et le lien a toujours été maintenu. Mais on attend du chef de l'État, on attend du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il exerce son serment. Il a fait un serment devant le Conseil constitutionnel. Il a juré de respecter lui-même la Constitution et de la faire respecter. Eh bien, il y a un équilibre entre les institutions, il y a un équilibre entre l'exécutif, entre le législatif, entre le judiciaire. Il faut respecter ça. Il faut respecter. Il faut agir de façon à ce qu'il n'y ait pas de heurts. Les citoyens sénégalais n'ont pas besoin de heurts en ce moment. Les citoyens sénégalais, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la guéguerre, du gatsa-gatsa et des gros mots et des vilains mots. Nous sommes fatigués de la communication heurtée de Monsieur le Premier ministre. Franchement, il se suicide tous les jours sur le plan de la communication. Il faut choisir. Vous voulez rester dans l'opposition? Quittez la primature. La primature, c'est feutré. Vous êtes au-dessus du lot. Vous êtes au-dessus de tous les autres ministres. Vous devez montrer l'exemple. Nous avons eu de très grands premiers ministres ici au Sénégal. De grands premiers ministres. Vraiment, je ne vais pas tous les citer. On a eu, je ne sais pas, Monsieur Lamine Loum. Avant l'alternance. Oui, on a eu Monsieur Lamine Loum. On a eu, même après, on a eu d'autres premiers ministres. On a eu Monsieur Idrissa Seck. Franchement. Lui aussi très fort. Oui, vraiment. On a eu plein d'autres. On a eu Monsieur Mahamad Boun Abdallah Dionne. On a eu Abdou Diouf. On a eu Moustapha Niasse. On a eu Habib Thiam.
Mais il n'y a jamais eu... le Premier ministre, il travaille en collaboration avec le président de la République. Il facilite le travail du président de la République. Il éloigne le président de la République des soubresauts de la politique politicienne. Il faut que le Premier ministre arrête son suicide communicationnel. Il faut qu'il arrête ça. L'opposition, c'est fini. Vous avez gagné. Mais gouverner, l'inflation de parole nuit à l'action. L'inflation de parole, c'est l'inaction. Vous n'avez pas été nommé Premier ministre pour parler. C'est pas possible. Il faut agir. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. C'est bien la politique. Mais il y a un moment pour la politique. Mais pour le Premier ministre, le moment, c'est agir en vue de régler les problèmes des Sénégalais. Franchement. Très bien. Alors, Mohamedou Barrow, le Premier ministre que vous avez vu au Fouta hier, pensez-vous qu'il est dans les dispositions de se présenter le 13 devant la représentation parlementaire? Sachant que c'est un exercice extrêmement difficile, qu'il faut réviser régulièrement. Quelqu'un qui est dans le Fouta, le monsieur que vous avez vu là-bas, est-ce qu'il est dans les dispositions de se présenter à l'Assemblée le 13? En tout cas, c'est sûr que c'était prévu. Ensuite, il y a eu toutes ces difficultés, cette guéguerre à l'Assemblée nationale. Mais je pense en même temps, la toile de fond, en fait, la contradiction aujourd'hui principale qui se pose devant nous, c'est le fait que le Premier ministre est toujours dans une sorte de test de sa popularité. Parce que parce que je pense au Fouta et à l'Assemblée, c'est toujours la problématique de la légitimité. Ils ont été élus au premier tour avec cette forme de légitimité populaire qu'il veut toujours montrer et démontrer. Je pense que dans l'esprit de Pastef et du Premier ministre, c'est que en fait l'Assemblée nationale en tout cas a une composition majoritairement d'un parti qu'il a battu lors des dernières élections. Donc cette psychose-là, cette problématique est omniprésente en tout cas dans l'esprit du Premier ministre. Et entre-temps, il y a eu cette conjoncture qu'on a notée au Sénégal et j'ai pensé que le Premier ministre, en voulant faire le tour du Sénégal, veut encore tester, donc à la veille des élections législatives, quelle est encore sa capacité de mobiliser les foules et ses chances de gagner aussi les élections législatives. Aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir quelle est la position du président. Est-ce qu'il est dans une posture d'arbitre, en tout cas, est-ce qu'il s'élève pour régler en tout cas ces malentendus entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale? Je pense que le véritable test grandeur nature, c'est quand est-ce que la DPG sera en tout cas tenue. Parce que dans le décret du président, il propose le 13. Si c'est fait réellement, ça veut dire qu'effectivement le président a été dans une posture d'arbitrage. Parce que la logique du Premier ministre, c'était qu'il ne devrait pas en tout cas le faire entre guillemets dans une assemblée qui ne lui semble pas être une assemblée légitime. Donc, si l'assemblée est dissoute avant le 13, ce sera le premier coup dur, en tout cas, du président de la République qu'il porte. Parce que nous, au Sénégal, l'on a toujours déploré le fait d'utiliser les institutions pour le combat politique. Et ça, certains, en tout cas, Sénégalais et bon nombre de Sénégalais pensaient que c'était déjà révolu. Après toutes ces étapes-là qu'on a connues, l'on a beaucoup critiqué le président Macky Sall et les régimes antécédents sur le fait d'utiliser les institutions comme armes de guerre politique. Le débat politique peut se faire parce que l'Assemblée est par essence l'espace dédié au débat contradictoire, au débat politique. Si on ne peut pas discuter librement et de manière courtoise à l'Assemblée nationale, si nous utilisons les institutions, les décrets dans le yo-yo politique pour combattre l'adversaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'ornière. Moi, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye a tout intérêt à ce que la date du 13 soit respectée. Et je pense en ce moment, parce que j'en ai discuté même avec certains en préparant l'émission, je ne le cache pas, à qui je disais, est-ce que aujourd'hui vous êtes prêts à faire contredire le président? Il dit le 13 et l'Assemblée est dissoute soit le 12 ou le 13 avant la déclaration de politique générale. Et cette psychose aussi de cette... Parce que j'ai entendu quelque part le Premier ministre Ousmane Sonko parler
non seulement du contenu de la DPG, mais de la position de la majorité à l'Assemblée. Il semble dire qu'il ne peut pas ou qu'il ne doit pas être devant des députés qui font du hors-sujet, entre guillemets, qui sont dans les détails. Il a parlé même de Sweet Beauté. Est-ce qu'ils seront là? Je serai là devant eux pour les écouter parler en tout cas de détails autour de ces questions, au-delà de la question du développement, ou en tout cas des grandes orientations. Parce qu'une déclaration de politique générale est pratiquement une fête, un momentum pour le Sénégal. C'est tout le monde qui s'accroche et qui se scotche aux médias pour écouter les orientations. Et moi, je pense... Même les partenaires au développement sont invités. Hein. Mais c'est le Sénégal, parce qu'il faut qu'on nous dise quelles sont les grandes orientations. J'ai eu un débat hier avec quelqu'un, en tout cas, qui suit ce genre de questions, qui dit... on parlait de l'antériorité entre la déclaration de politique générale et le débat d'orientation budgétaire. Et moi, je le dis très franchement, je ne pense pas qu'il était normal, en tout cas judicieux, de commencer par le débat d'orientation budgétaire, alors que le débat d'orientation budgétaire est supposé être un débat qui part des grandes orientations posées par le Premier ministre. C'est une question de forme. Maintenant, certains parlent de... Parce que il y a des choses dans un État qui relèvent de la courtoisie diplomatique, institutionnelle. C'est comme une sorte de gentleman agreement. Le Premier ministre qui arrive et qui s'exprime devant l'Assemblée, le représentant du peuple. Avant, il y avait une menace de le faire avec une représentation citoyenne. Ce serait je ne dis pas une catastrophe, mais en tout cas quelque chose d'inédit. L'Assemblée nationale est l'institution par essence de représentation populaire et de manière courtoise. Je pense qu'il serait, en tout cas l'idéal serait que le 13, qu'il soit présent devant les députés et que l'essentiel soit fait, en tout cas le focus soit mis sur les grandes orientations de développement du Sénégal. Djemati Fall, et si Bassirou Diomaye dissout l'Assemblée nationale le 12, qu'est-ce que ça pourrait ça renverrait à quoi? Qu'est-ce que ça pourrait donner à voir, à entendre, à comprendre? Mais de toute façon, vous savez qu'on est tenu... Et qu'il n'y ait pas de DPG. Oui, mais vous savez qu'on est tenu au Sénégal par l'obligation de déposer la loi des finances avant le 15 octobre. Allez faire. N'est-ce pas? Si le président Diomaye Diakhar Faye dissout le Parlement, mais des élections devront se tenir obligatoirement. Il doit retenir en même temps la date des élections. Entre 60 jours et 90 jours après. Le président Diomaye Diakhar Faye a limogé les présidents. Par contre, ça, c'est pas très élégant. Président du Conseil économique social et le président du ACCT, la présidente. Voilà, mon collègue Barreau a parlé tout à l'heure d'élégance républicaine. Donc ça, c'est pas très élégant. Donc il a limogé les présidents du 16 et du déjà, HCCT. Comment Madame Aminata, comment elle a compris ça? Comment elle a réagi? Voilà, donc elle a très bien réagi parce que de toute façon, dès que les nouvelles autorités ont été élues, elle s'en est référée au l'ancien président de la République, M. Macky Sall, à qui elle a dit « je veux démissionner ». Ah oui? Oui, bien sûr, pour laisser la place. Parce qu'elle sait que le personnel politique va se renouveler. Ça, c'est tout à fait normal, qu'on renouvelle le personnel politique, qu'on change de visage. Parce que 12 ans de Benno Bokk Yakaar, c'est bien. Les nouvelles autorités ont apporté de nouvelles têtes. Vous avez vu le jeune Bassirou Kébé, qui est directeur de la SNHLM, pour ne citer que lui. Je vais citer encore Monsieur Lamignan, DG du Soleil. Je vais citer aussi Madame Maïmouna Dièye, qui est ministre de la Famille, qui est une femme qui est très bien, aussi, qui est très bien, très réseautée, qui est très compétente, aussi bien au niveau social, associatif, et elle est ancienne championne nationale du Sénégal en matière d'arts martiaux. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Donc c'est bien ce renouvellement, c'est très bien. Et donc, il les a limogés. Mais il devra nommer un nouveau président du Conseil économique et social. Il devra nommer aussi... Et quand on l'a limogé, comment elle a réagi? Ah voilà, justement, je disais donc, non, elle a très bien réagi. Elle avait elle-même proposé sa démission. Elle a même rencontré le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je ne peux pas dire ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, à ce moment-là, il appréciait bien le HCCT. D'accord? Et donc, le président Macky Sall a dit, non, ne démissionnez pas, attendez. Donc, Attendez quoi? Non, mais attendez que les nouvelles autorités
s'installent et prennent leurs décisions. N'est-ce pas? Vous démettre? Oui, bien sûr. Mais c'est une... comment on appelle ça? C'est spoiled administration. Quand une nouvelle administration vient, elle vient avec ses hommes et ses femmes. Avec ses femmes et ses hommes et ses jeunes. Ben, c'est normal que l'ancienne administration laisse la place. Mais vous ne devez pas démissionner. Vous avez été nommé, vous devez être dénommé. Donc, elle le prend très bien. Elle le prend très bien. La manière, ça va, nous trouvons... Oui, elle comprend. Mais nous trouvons que ce n'est pas élégant du tout. OK. Maintenant, elle va se consacrer maintenant à son parti socialiste. Elle a d'autres choses à faire. Elle doit aller d'ailleurs... elle doit voyager parce qu'il y a l'Assemblée générale de l'Internationale socialiste, dont elle est vice-présidente, etc., etc. Donc, elle l'a pris très bien. Juste, nous déplorons l'inélégance républicaine. Maintenant, la dissolution de l'Assemblée nationale n'entraînera pas, pour les députés, une perte de mandat. Ils vont continuer de rester députés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par la nouvelle Assemblée. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à payer leur salaire, même s'ils ne peuvent plus voter ni prendre aucune initiative parlementaire. Et les nouvelles autorités, ils vont aussi reconduire mensuellement le budget du président Macky Sall, même au 16 et au HCCT, n'est-ce pas? Et si l'Assemblée nationale est dissoute, qu'on veut organiser des élections, où est-ce qu'on va trouver les crédits budgétaires pour organiser de nouvelles élections, puisque le budget en cours d'exécution ne les a pas prévus? Et que seule l'Assemblée nationale a le pouvoir en la matière par la loi des finances initiale ou loi des finances rectificatives. Or, l'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir, même si ces députés restent des représentants du peuple. Ce pays n'appartient pas à l'ancienne majorité présidentielle, qui est devenue majorité parlementaire. Ce pays n'appartient pas non plus à l'actuelle majorité présidentielle, qui reste, elle, une minorité parlementaire. Le Sénégal va survivre à Benno Bokk Yakaar, à PASTEF, à Yewwi Askan Wi, etc., etc. Il faut savoir raison garder. Il y a eu une cohabitation au Sénégal en 2000 quand Abdoulaye Wade a battu le Parti socialiste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et le Parti socialiste avait la majorité parlementaire. Qu'est-ce que le président de la République a fait? C'est un homme d'expérience. C'est un tribun. C'est un vrai homme politique, lui. Il est venu négocier avec Ousmane Tanor Dieng et M. Moustapha Niasse est venu faire sa DPG devant une majorité parlementaire socialiste. Et les choses se sont bien passées. Nous avons cette tradition-là au Sénégal. Dans n'importe quel pays, d'ailleurs, il faut agir, non pas avec les émotions, mais agir avec pragmatisme, en ayant le sens de l'intérêt général. À quoi ça sert toute cette agitation-là? C'est pour la politique. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous avez été élu à 54%, mais agissez de manière à ce que cette majorité présidentielle se transforme en majorité parlementaire. Pas la peine d'agiter la boue. Pas la peine. Pas la peine de faire une guéguerre. C'est pas la peine. Puisque chaque pouvoir est consacré. Chaque pouvoir a des prérogatives que lui donne la Constitution. Et puis, il ne faut pas insulter l'avenir. Il ne faut pas insulter l'avenir. Je conseillerais à mon jeune frère, Monsieur le Premier ministre, d'arrêter de communiquer à toute berzingue. Oui, il faut arrêter ça. Il faut travailler. Il faut travailler. On lui demande de travailler. La preuve, évidemment, il ne se sent pas bien dans ce rôle-là. Il est plutôt dans le rôle du fonceur. Je le comprends. Il est comme un bélier. Mais une fois que vous êtes Premier ministre du Sénégal, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est quitter la station de la primature et aller mener la campagne des législatives anticipées et devenir président de l'Assemblée nationale. À ce poste-là, il aura lui aussi des pouvoirs constitutionnels et il pourra haranguer les foules. Mais en tant que Premier ministre, ce n'est pas ça qu'on attend de lui. On attend qu'il agisse pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt partisan.
Alors, Monsieur Barrot, faut-il en arriver au constat que le régime politique sénégalais, présidentialiste fort, hein, qu'il a sanché avec l'avènement d'Ousmane Sonko, nous en sommes peut-être arrivés à un Premier ministre ultra fort, qui prend les décisions peut-être à la place du chef de l'État lui-même. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à changer carrément notre régime politique? Je pense qu'on est en train aujourd'hui de vivre une situation nouvelle. Et c'est peut-être en y allant petit à petit qu'on va comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, en tout cas, a été inédit. Aujourd'hui, beaucoup déplorent aujourd'hui la nature du régime de nos hybride, autorités. Oui. Oui. Parce qu'il y a la question effectivement des institutions, du régime en tant que tel. Mais il y a aussi dans nos pays la question de la posture même, hein, de la position même des autorités, leur nature, comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités, hein, et de journalistes, d'analystes, ce que vient de faire ma sœur Dieye Mati Fall, aujourd'hui, c'était prévisible. Hein, parce que ce sont de nouvelles autorités, des jeunes, avec leur nature, qui ont été élus et qui ont leur manière de se déployer. C'est ça que j'ai constaté. En revenant sur le Haut Conseil et le Conseil économique, moi, je n'ai pas entendu dans les débats. Quelqu'un m'aurait dit qu'effectivement, il a bien entendu et relevé. Quand ces institutions seront supprimées, par exemple, qu'est-ce qui va être mis à la place? Parce que le débat à l'Assemblée a porté sur la question de l'économie d'échelle. Il supprime pour faire des économies dans des institutions qu'on appelle budgétivores. Mais à la place, est-ce que c'est une autre institution qui va être installée? Est-ce que ce sont les deux institutions qui vont être réunies? Et aujourd'hui que les présidents de ces institutions sont mis à l'écart, l'enjeu pour moi, c'est la question politique aussi qui revient. C'est comme s'il fallait couper l'herbe sous les pieds de ces deux présidents d'institutions. Parce que rappelons que les institutions, en plus des indemnités des membres et du budget de fonctionnement, c'est aussi peut-être... Hein, en tout cas des fonds politiques qu'on aurait supposé aujourd'hui appartenir à des présidents d'institutions qu'on voulait supprimer pour empêcher peut-être une marge de manœuvre de ces présidents d'institutions de faire de la politique ou en tout cas d'utiliser cette posture pour mieux se positionner encore dans l'opposition. Donc on est toujours encore dans ce rapport politique-institution. Et c'est bien dommage que dans nos pays, qu'on ne fasse pas, en tout cas, qu'on ne donne pas la priorité aux questions les plus urgentes. Aujourd'hui, je pense que l'opposition et le pouvoir doivent comprendre que l'enjeu, c'est d'abord de revenir sur les questions les plus cruciales du Sénégal. Ce matin, j'ai entendu sur RFM aujourd'hui un débat crucial sur la montée des eaux, l'érosion côtière, aujourd'hui la question de l'immigration clandestine, aujourd'hui la conjoncture économique, qui en tout cas s'accentue au Sénégal. Si ces questions-là n'intéressent pas l'Assemblée nationale et l'opposition et le pouvoir, je pense qu'ils vont toujours tourner autour de ces petites guerres, en tout cas de bornes-fontaines, qui vont retarder encore le Sénégal. Alors, on doit s'élever encore. On va évoluer et toucher du doigt l'affaire Cheikh Oumar Diagne, hein, les crispations communautaires après ces propos jugés infamants contre les confréries religieuses. Dieye Mati Fall, ça risque de dégénérer, ça a été mis à prix. Comment comprenez-vous l'attitude de l'État du Sénégal qui ne prend pas de décision de le dégommer? Il représente apparemment là une menace de trouble à l'ordre public. Oui, pour moins que ça, l'ancien directeur de la DER, M. Sarr, avait été démis. Vous vous souvenez? Pour moins que ça. Oui, pour moins que ça. Juste moins que ça. Et donc, monsieur, comment on appelle ça? C'est le directeur des moyens généraux de la présidence, est vraiment un homme déséquilibré. Ah oui? Oui, absolument. Pour tenir des propos aussi offensants, alors qu'il est un haut fonctionnaire de la République du Sénégal. C'est un homme qui est vraiment déséquilibré, qui n'est pas mesuré, qui n'a pas de tenue, qui n'a pas de retenue. Nous sommes dans un pays où on ne dit pas ce genre de choses-là. La Constitution interdit d'ailleurs, la Constitution sénégalaise interdit d'ailleurs
de discriminer les gens par leur ethnie, leur religion, leur race, leurs croyances, etc., etc. Le Sénégal est connu partout dans le monde pour son esprit de tolérance, sa teranga, sa concorde religieuse, son harmonie entre tous ses enfants et même les enfants des autres pays africains qu'elle adopte. Alors, nous ne pouvons pas tolérer qu'un haut fonctionnaire dise des propos qui heurtent nos convictions profondes, qui heurtent comment on appelle ça, le commun vouloir de vie commune sénégalais, qui heurte notre concorde sociale et religieuse, et sans que ces mandants ou bien ces patrons ne le remettent à l'ordre. C'est un danger public. Le directeur des moyens généraux est un danger public parce que vous vous souvenez que sa première prise de parole était une catastrophe. Quand il a voulu mettre une mosquée au sein au palais de la République. Au sein de la présidence de la République. C'est même pas le palais. Le palais, c'est le domicile du président. Mais au sein de la présidence de la République, qui est le bureau. Donc, ce monsieur est une catastrophe ambulante. Il ne sert pas le Jubanti. Il ne sert pas du tout. Il ne sert pas les intérêts des nouvelles autorités. Il ne sert pas l'intérêt général et commun du Sénégal. Ne sert pas l'intérêt général. Alors maintenant la question, il reste là depuis plus de 2 semaines. Alors parce que les gens pensent que il agit sur commande. Mais maintenant commande de qui? Commande de qui? Oui, il agit sur commande de ses patrons. Parce que sinon, Ousmane Sonko et bien Bassirou sûr, Diomaye mais Faye. bien sûr, disons les choses comme elles sont. Parce que quand un haut fonctionnaire se permet de diviser les Sénégalais et que ses patrons, le Premier ministre et le Président de la République ne mettent pas un terme à ses fonctions, après il peut aller les tenir en public, hein, parce que nous sommes en démocratie ici. L'expression de l'opinion est consacrée. On a vu même qu'il s'est attaqué au roi du Maroc. Hein, oui, c'est des inepties. Maroc, oui. Voilà encore une ineptie. 62. Voilà encore une ineptie d'une personne qui n'est pas équilibrée. Quel est le gain à exprimer des propos de comptoir au plan public? Et pourtant, lui, le directeur général, le directeur des moyens généraux, il a eu des gens qui l'ont attaqué au plan de la vie privée, mais personne n'a repris ça, parce que nous avons cette pudeur, cette tenue et cette retenue-là. Il faut que le président de la République, il faut que le Premier ministre démette cet homme-là pour le bien du Sénégal. Il est une menace. Il est une menace pour la concorde nationale. Il est une menace pour la concorde nationale et pour notre modèle confrérique. C'est ça, il s'attaque à notre modèle confrérique. Au plan personnel, il a le droit de ne pas les aimer, mais nous autres, nous aimons nos califes. Voilà, et nous aimons nos leaders religieux qui ont une très grande importance dans le maintien de la paix ici au Sénégal. C'est pas seulement les soldats, les djambars qui maintiennent la paix au Sénégal. C'est pas seulement les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce que nous voyons. Ils sont payés pour ça. Et Cheikh Oumar Diagne est-il le bras armé de Bassirou Diomaye et d'Ousmane Sonko pour s'attaquer aux confréries religieuses de notre pays, comme le pensent certains? Alors, s'il est le bras armé du président de la République, s'il est le bras armé du Premier ministre du Sénégal, alors c'est peine perdue. Parce que nous avons notre modèle islamo-religieux, nous y tenons et nous le défendons. Nous ne laisserons pas un ectoplasme, un individu déséquilibré. Franchement, il faut être déséquilibré pour dire des choses pareilles. Je répète encore une fois, ces propos sont d'une crétinerie, mais d'une grande crétinerie. Il s'agit du Sénégal. Le Sénégal est au-dessus de nos opinions personnelles. Le Sénégal est au-dessus de nos haines ordinaires. Le Sénégal est au-dessus de nous. Nous avons trouvé le Sénégal. Nous le laisserons en héritage à nos suivants. Le Sénégal ne s'arrête pas aux nouvelles autorités. Depuis 1960, le PS est passé là. Le PDS est passé là. L'APR et le Benno Bokk Yakaar sont passés là. Il ne faut pas détruire ce qui fait notre
vivre ensemble. Notre Alors, vivre donc, ensemble. Mohamedou Baro, vous êtes spécialiste je dirais, De la religion. religion, hein, alors qu'il subit une vague de critiques ces derniers jours. Cheikh Omar Diagne après, a fait une sortie, il est serein. Ce vendredi, le ministre conseiller a posté sur sa page Facebook un message en guise de rappel. Il dit qu'il place sa confiance en Dieu dans cette période où il fait l'actualité. Après sa dernière sortie, il dit le Djoubdjoubal, le Djoumanti est une recommandation divine. Je le cite, hein, il exige du courage, de l'abnégation, de la hauteur. Quand le croyant craint Allah, il ne pourra plus ressentir la peur envers autre que lui, Allah lui-même, avec grand L. Il te suffit en tout, il aussi, Dieu, il te suffit en tout, renvoyant ses détracteurs à la sourate Al-Qaf. En tout cas, ce que j'en... ce que j'apprends en tout cas de tout ce qui s'est passé, c'est le fait de montrer que la critique jurisprudentielle et même religieuse est une donnée au Sénégal. C'est une pratique. Mais ça a toujours été fait dans la sagesse et dans en tout cas dans les normes. Je vous renvoie aujourd'hui à beaucoup de nos érudits. Hein. Aujourd'hui, entre Serigne Touba et les autres, entre Cheikh Ahmed Sokone et Baye Niass, souvent c'est des formes de critique et de pensée contradictoires qui se faisaient, mais dans la science. Est-ce que c'est limité dans la science, avec la sagesse et la courtoisie que l'on connaît. Je vous rappelle qu'au Sénégal, il est arrivé qu'un marabout sénégalais trouve une anomalie dans une réflexion d'un petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane et qu'il a rectifié, et que c'est finalement ce même érudit a décidé, parce qu'il était hadi au Maroc, a décidé de se repositionner et de rectifier sa pensée à partir du Sénégal. Ça, ce sont des formes de pratiques qu'on a connues. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, et qui n'est pas nouveau d'ailleurs, après le règne du Parti Socialiste, l'on a constaté depuis Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, et malheureusement jusqu'à présent, il y a toujours, je ne sais pas, c'est par... je ne peux pas me l'expliquer. Il y a toujours, en tout cas, des personnes clivantes qui se positionnent à un niveau stratégique à la présidence ou dans un gouvernement ou à l'Assemblée et qui gênent un peu. Et dans l'analyse, moi, je pense, hein, même par rapport aux intérêts politiques, ce n'est pas le Premier ministre ou le président Bassirou Diomaye Faye qui encouragerait ces formes, parce que ça va à leur défaveur. Aujourd'hui, certains disent que c'est à la commande, mais je pense que ce sont des dérives que l'on constate, mais qui ne peuvent pas provenir de la plus haute autorité. Et pourquoi donc il n'est pas limogé? C'est la question que les gens posent. Bon, souvent, les questions de limogeage, le limogeage viennent, c'est dans le cadre d'un processus que l'on constate souvent. Mais on a vu que quand même, dans l'affaire, par exemple, Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye, c'est arrivé automatiquement. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut analyser la nature aussi du nouveau régime. C'est un régime qui s'est construit dans une forme de critique. Et ces critiques de la personne dont vous parlez n'a pas commencé à la présidence. Ce qui a amplifié d'ailleurs, c'est sa position à la présidence. Mais avant, vous voyez, il y a une semaine qu'il a donné en tout cas, qu'il a parlé de cette nouvelle situation par rapport à nos marabouts. Mais avant, il l'a toujours fait. Mais justement, la question qui s'impose là, pourquoi on l'a mis à cette place-là, sachant la personnalité, le profil de l'individu. Le premier débat de fond, c'est pourquoi des personnes, en tout cas des gens clivants, sont positionnés à ce niveau stratégique de la présidence. C'est la question que je vous pose. C'est ça la première question. Oui. À la présidence, il faut éviter d'y mettre, en tout cas, des personnes... Pourquoi Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko ont mis Cheikh Omar Diagne, un personnage aussi clivant à la tête? Et ça, je l'ai dit dans l'analyse, c'est avant. Il faut y réfléchir plus profondément. C'est quoi? Pourquoi Macky avait besoin de mettre quelqu'un qui insultait les marabouts à partir du Canada? Pourquoi Abdoulaye Wade l'a fait? Et c'est cela qui nous promettait la rupture aussi. Pourquoi il décide de mettre aujourd'hui quelqu'un qui est aussi clivant que la personne dont vous parlez? Alors, il ne s'attaque pas seulement à notre modèle islamo-confrérique, qui est soufi. Oui, merci. Il s'attaque également à la laïcité. Attention, il s'attaque également à la laïcité. Et n'oubliez pas non plus que nos chefs religieux, nos leaders religieux, Serigne Touba en particulier, ont été des militants anticolonialistes.
Ça fait partie de notre histoire. On ne les jette pas à la poubelle. On les garde. On les aime, on les garde. Et on les respecte. Et quand on ne les respecte pas ou quand on ne les aime pas, on s'abstient de le dire en public. Ils peuvent s'exprimer chez eux comme ils veulent puisque la liberté d'expression est consacrée ici. Mais diviser, non. Moi, j'ajoute même d'ailleurs oui. qu'il nous faut penser à la mise en place d'une loi qui protège nos chefs Absolument. religieux, nos devanciers. Parce que c'est des patrimoines. Aujourd'hui aussi, il y a un enjeu aussi de sécurité. Il ne faut pas que la paix sociale soit perturbée par des personnes incontrôlables, qui généreraient même, et là je le pense sincèrement, je ne pense pas que le PASTEF ou le président Diomaye ou Ousmane Sonko a besoin que quelqu'un puisse gêner de cette manière-là à un niveau stratégique à la présidence. Jusqu'où ça peut mener ce bras de fer entre les mourides, je dirais de manière beaucoup plus générale, les confrères soufis et Cheikh Oumar Diagne? Non, aujourd'hui on parle de quelqu'un qui est à la présidence, mais qu'est-ce qui nous dit qu'après ça peut prendre des tournures qu'on ne peut pas contrôler? En tout cas, ça a été mis à prix. Non, mais de toute façon, je pense que l'autorité pourra soit se justifier ou prendre une décision de ce genre. Mais contrairement à ce que certains disent, je ne pense pas que ça puisse être dans l'intérêt du Premier ministre ou du Président de la République d'avoir quelqu'un qui gêne à la présidence. Je rappelle aussi que outre Serigne Touba, il y a eu également Omar Foutiyou Tall, bon, je l'ai déjà dit, Sankoun Diaby, Fodé Kaba Doumbouya, Samori Touré, qui ont mené des luttes anticoloniales et qui sont des références pour notre imaginaire national et notre patrimoine historique. Nous devons les respecter. Comment quelqu'un qui vient de naître, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal, cet homme-là? Cet homme qui insulte nos leaders religieux, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour le Sénégal. Rien. Parce que je ne vois rien qui porte son nom. À part ce comportement clivant qui est à la limite de l'ordre du déséquilibre. Moi je pense, Ali Moussa, pour autant revenir sur la censure, parce que les idées vont toujours circuler, mais il faut les canaliser, en tout cas les organiser. Monsieur Baro, comment, vous qui êtes très introduit, comment le Maroc a compris tout ce bruit-là, toutes ces critiques, on dira même peut-être des insultes à l'endroit de Hassan II? Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Comment on a compris tout ça? Est-ce que le Maroc, pour le moment, il n'y a pas de réaction officielle, on ne les entend pas. Comment on a compris tout ça? Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas encore un portage institutionnel et diplomatique. Ah mais non, je termine. Mais chez Oumar Diagne. Mais si ça persiste et que demain, qu'on puisse sentir qu'il n'y a pas de réaction et que ces mêmes personnes sont protégées, non seulement il y a des conséquences politiques, parce que ça va à l'encontre des intérêts politiques, mais sur le plan diplomatique aussi, ça peut... Mais avant même la question diplomatique, mais la question même de la paix qui peut être menacée au Sénégal. Vous avez vu les menaces de marche là qui commencent. Mais si ça continue comme ça peut aller vers la dérive. L'absence de réaction diplomatique du Maroc est une réaction aussi. Expliquez-nous un peu. Ben oui. Réagir, c'est une chose. Ne pas réagir, c'est encore une autre chose. À quoi faudrait-il s'attendre dans les prochains jours? Ah oui. Entre le Sénégal et le Maroc? À quelque chose de très mal. À quelque chose de très mal. Les Sénégalais ne se retrouvent pas dans les offenses contre le Maroc. Le Maroc est un pays ami, un pays frère, qui a toujours agi et manœuvré auprès du Sénégal, au plan officiel comme au plan non officiel. Mais vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et détruire tout ce qui a fait le Sénégal depuis 1960 et même depuis avant 1960. Vous ne pouvez pas le faire. Les relations avec le Maroc, pour prendre cet exemple-là, combien de familles ici sont sénégalo-marocaines? Madame Fatou Matar Diop, ses enfants sont marocains, ils s'appellent Berada, etc., etc., etc. Il y a des Djeng, des Fall, des Ndoye, dont les mères sont marocaines. Ils habitent à Saint-Louis. Dans la famille également de l'ancien ministre Ousmane Masseck Ndiaye, sa femme est marocaine, est d'origine marocaine. Combien il y a de familles marocaines installées à Dakar, la rue Mohamed V? Nous ne nous retrouvons pas dans ces propos offensants contre un pays ami et frère du Sénégal, ni contre aucun autre pays ami du Sénégal. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas comment le Premier ministre du Sénégal
a pu accepter que le fantasque Premier ministre du Mali, pour ne pas le nommer, a pu s'attaquer au Sénégal en disant que au Sénégal, la démocratie est théorique. Devant le Premier ministre, il n'a pas réagi. Le Premier ministre tire sur tout le monde. Mais devant le Premier ministre, le fantasque Premier ministre du Mali, il est resté sans voix. Il est resté inerte. Alors, monsieur Choguel Kokala Maïga, franchement, vous êtes mal placé pour discuter de démocratie. Parce qu'au moins le Sénégal, malgré les crises qui se sont passées ici, notre démocratie a pu les surmonter. Notre démocratie a pu puiser dans ses réserves qui sont solides, a pu puiser dans ces réserves qui sont solides pour trouver des solutions. Ce qui n'est pas le cas du Mali. D'ailleurs, en tant que Premier ministre, tous les jours, les autorités militaires du Mali arrêtent ses compagnons de parti. Ils ne disent rien. Mais quand il s'agit du Sénégal, il ouvre grand sa bouche. Monsieur Choguel Maïga, fermez-la. Ne parlez pas du Sénégal devant le Premier ministre du Sénégal. Et monsieur le Premier ministre du Sénégal, ne laissez aucune autre autorité critiquer le Sénégal. D'accord. Un mot sur l'interpellation du commissaire Keïta qui est placé en position de garde à vue pour diffamation. Un mot avant de rendre l'antenne. Oui, mais franchement, ça c'est absurde aussi. Hein? Arrêter un commissaire Cheikhna Keïta, c'est absurde. Vraiment, c'est absurde. Il faut que les autorités du Sénégal s'attellent à trouver les solutions aux problèmes des Sénégalais, s'attellent à faire ce qu'elles ont promis, les engagements qu'elles ont pris pour être élues. N'est-ce pas? On a les engagements, tout ça là. Il y a des engagements qui ont été faits, par exemple, je sais pas. La liberté d'expression menacée au Sénégal. Oui, et ça, ils n'ont pas fait. Appel à candidature aussi, ils n'ont pas fait. Vous connaissez la narration. Présence au Conseil et les fonds politiques. Absolument. Les fonds politiques. Vous voulez supprimer des institutions. Supprimez les fonds politiques parce que les fonds politiques, c'est pas équitable, c'est pas juste. Très bien. Mais merci Barrow. Un dernier mot et on rend l'antenne. Moi, je pense que le PASTEF a tellement vécu ce genre de situation qu'ils ont tant dénoncé qu'ils devraient en tout cas amener le Sénégal à changer de cap. Aujourd'hui, sur les questions de droit commun, en tout cas la diffamation, les questions de liberté de la presse, d'expression, on ne devrait pas. Aujourd'hui, la question de la rupture devrait toucher ces canaux. On ne devrait plus entendre parler de ce genre de situation. Les gens sont libres de s'exprimer dans la courtoisie et dans les bonnes manières. Mais on ne doit pas les inquiéter par rapport à leurs idées et à leur expression. Avec courtoisie et bonne manière, je vais rappeler au Premier ministre du Sénégal que j'ai demandé à l'interviewer. J'ai fait la demande au ministre de la Famille, j'ai fait la demande au directeur général du Soleil. Voilà, et maintenant je fais la demande publiquement. Merci. Le message est passé. Nous avions dans ce studio pour remuer l'actualité de la semaine la journaliste Djeymati Fall. Il est ancienne du Soleil. À ses côtés, Mohamedou Barrow, journaliste spécialiste de l'information religieuse. À la technique, Hassan Diouf. Au micro, Mohamed Ali Mouba, nous vous saluons.